Épisode 6, 8 rue Brantôme. Dans l'épisode précédent, je vais aux archives nationales pour étudier les dossiers des Tim dans le fond de Moscou. Mais je ne trouve pas de dossier pour mes arrière-grands-parents. Ce dossier aurait pu expliciter leur situation, leur vie en Suisse peut-être, leur lien à la Pologne, et m'en apprendre plus sur Léa. Je rentre bredouille. Par contre, j'apprends dans l'acte de naturalisation de mon grand-père, Elias alias Coco, la raison pour laquelle Leibus et Léa ont quitté la Suisse. Ils ont été expulsés à cause de dettes. Mais quelle dette ? Ce n'était pas le choix d'une vie meilleure. Ils ont été délogés de leur foyer suisse. En 1937, mon grand-père Coco part en France 2 jours avant ses 19 ans pour étudier et retrouver à Paris ses parents biologiques et ses frères et sœurs, déjà installés dans la capitale française, dans le 3e arrondissement, au 8 rue Brantôme. Je suis convaincue maintenant que c'est là que je dois poursuivre l'enquête. Tout en m'y rendant, je me demande à quoi ressemble leur vie à Paris ? Est-ce qu'ils sont très dépaysés ? À quoi ressemble cette année 1937 où leur jeune fils Elias les retrouve ? En janvier 1937, Édith Piaf chante « Mon légionnaire », une drôle de prémonition pour Coco qui s'engage 2 ans plus tard dans la Légion étrangère. Cette chanson a-t-elle alimenté la vocation de mon grand-père ? Ma famille dit que quand il a rencontré ma grand-mère Raymonde, en 1937 ou en 1938, la condition de leur mariage était qu'ils soient catholiques et français. Mais Coco était tout le contraire, d'origine polonaise, ayant grandi en Suisse, juif élevé par des protestants. Elias, engagé d'amour ? La Légion étrangère était, semble-t-il, le moyen le plus efficace vers sa naturalisation française, et donc vers sa fiancée. Il avait 2 grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Petit extrait d'Édith Piaf, qui chante Mon légionnaire. En mars 1937, le Normandie, fleuron des paquebots français, traverse l'Atlantique en 4 jours, 6 minutes et 23 secondes. Je répète, 4 jours, seulement 4 jours, 6 minutes et 23 secondes. Il est considéré alors comme le navire le plus rapide du monde. Cette nouvelle fait la une des journaux. Est-ce que Léa, Leibus et leurs enfants s'enorgueillissent d'habiter cette nouvelle patrie qui lance des bateaux aussi rapides vers les États-Unis ? 2 ans plus tard, en août 1939, le Normandie entame sa dernière transat et il doit réduire sa vitesse pour garder assez de combustible afin de pouvoir faire demi-tour vers l'Europe en cas de déclaration de guerre pendant la traversée. Il tente en cours de route de semer un paquebot allemand, le Bremen, pour qu'il ne signale pas sa position aux sous-marins allemands. Le reste de la traversée, les lumières du pont sont coupées, les rideaux fermés. Le trafic radio cesse afin de rendre le navire indétectable. Quelle tension il doit y avoir sur ce paquebot français, ralliant les États-Unis à la veille de l'entrée en guerre. En avril 1937, la guerre continue de s'emballer en Espagne. Les troupes fascistes italiennes et allemandes aident le général Franco à bombarder la ville de Guernica, qui refuse de se rallier à sa cause. C'est un jour de marché. Pendant 3 heures, les avions allemands et italiens livrent 41 tonnes de bombes explosives et incendiaires sur la ville. Coco a-t-il vu beaucoup de réfugiés espagnols dans la queue à la préfecture, pendant qu'il venait faire ses déclarations qui ont fini dans le fond de Moscou ? Se fait-il des amis ? Parle-t-il avec eux de politique ? Le mois suivant, à Paris, on inaugure en grande pompe l'exposition universelle. Elle est notamment marquée par les pavillons soviétiques et nazis qui sont juste en face l'un de l'autre, dans un épique duel architectural. Albert Speer, le responsable du pavillon allemand et futur ministre du réarmement du Troisième Reich, a raconté après la guerre comment, en se promenant dans la future exposition, il était tombé par hasard dans une pièce où étaient exposés les plans secrets du pavillon soviétique à construire. Tellement improbable. Intox ? On imagine quand même le rush d'adrénaline. Oups ! Il voit les grandes statues prévues par les soviétiques et fait ainsi construire en réaction un pavillon très haut et massif pour dominer symboliquement le déferlement des communistes. Est-ce qu'en famille, les Timés ont parcouru l'exposition et frissonné devant ces statues écrasantes ? L'exposition compte entre mai et novembre 37 millions de visiteurs. Je peux imaginer qu'ils y auront fait un tour, oui.
ce n'est pas improbable. En juillet, en pleine période de congés payés, un train déraille à Villeneuve-Saint-Georges, faisant 29 morts et une centaine de blessés. Les compagnies ferroviaires utilisent encore des wagons en caisse en bois, beaucoup plus vulnérables dans les chocs que les wagons métalliques. En regardant les photos qui existent des catastrophes ferroviaires de l'époque, je vois beaucoup de photos de trains, notamment des wagons de marchandises, qui seront ceux réquisitionnés pour déporter les Juifs un peu plus tard. Durant toute l'année 1937, le gouvernement du Front populaire de Léon Blum essuie énormément de critiques. En novembre, Max Dormoy, ministre de l'Intérieur, qui ne cesse d'alerter sur la montée en puissance d'un mouvement fasciste français, démantèle l'organisation d'extrême droite, la Cagoule, qui a tenté un coup d'État contre le gouvernement du Front populaire. La pression monte. Quand en avril 1938, un député du Morbihan attaque les origines juives de Blum, Max Dormoy rétorque « Un juif vaut bien un breton !» L'Assemblée nationale s'enflamme. Certains en viennent aux mains. Le lendemain, le journal L'Action française renforce sa ligne antisémite en titrant « Il y a au moins cette différence qu'en France, un breton est chez lui. Le juif n'est qu'une sangsue de la mer morte. » Max Dormoy sera assassiné en juillet 1941, une bombe explosant dans sa chambre d'hôtel à Montélimar, où il est assigné à résidence par le gouvernement de Vichy. Léibus, Léa, Elias, lisent-ils les journaux? Se sent-il menacé? Il n'avait pas dû partir de Pologne pour rien. Souffrait-il de l'antisémitisme français? Il y avait aussi des journaux publiés en yiddish à Paris, dans l'entre-deux-guerres, notamment deux grands quotidiens yiddishophones, la Neue Presse et le Pariser Heint, la journée parisienne en yiddish, et qui relataient beaucoup les actualités polonaises, les humiliations, le boycott progressif des commerces juifs, les pogroms, la politique antisémite qui dépouille de plus en plus de droits la population juive et cherche à les expulser de Pologne. Léibus et Léa lisent-ils ces journaux? Est-ce qu'ils ont des nouvelles de famille ou d'amis restés en Pologne? Est-ce qu'ils correspondent avec eux? Le Pariser Heint, d'orientation sioniste, relate les départs de plus en plus nombreux de Juifs en Palestine. La Neue Presse, d'orientation communiste, parle par exemple des avancées du projet de Birobidjan, cette région autonome tout à l'est de la Sibérie, juste à côté de la frontière chinoise, que Staline a cédée aux Juifs de l'Union soviétique. Se demande-t-il s'il faudrait immigrer à nouveau? Rêve-t-il d'un nouvel Eldorado, où il n'y aurait ni dette ni violence? Est-ce qu'ils se sont faits à leur nouvelle vie française? Est-ce qu'ils aiment leur appartement aux 8 rue Brantôme? Leur adresse, je l'ai toujours connue, et quand je passe dans le quartier Beaubourg, j'ai une pensée pour eux. Ils ont habité juste là. C'est un sentiment étrange. Ils ont beau disparaître quasiment 50 ans avant ma naissance, j'ai souvent l'impression de les frôler. Alors, le 8 rue Brantôme, c'est mon camp de base. L'adresse préservée dans la mémoire familiale est confirmée maintes fois dans les archives. Concordance, enfin! Un endroit où ce que me dit ma famille et ce que je trouve dans les archives concordent. Comme ils habitent à Paris, je regarde beaucoup le site internet des archives de Paris depuis le début de mes recherches. L'état civil, les actes de naissance, de mariage, de décès des années 1930 est numérisé et je cherche parfois à tâtons des informations. Par exemple, comme je ne sais pas où se sont mariés Léibus et Léa, et même si je suis bedore qu'ils se sont mariés avant en Suisse, j'ai quand même vérifié s'il n'y avait pas dans le 3e arrondissement la trace de leur mariage. Leurs enfants aussi pourraient s'être mariés ou avoir eux-mêmes des enfants. Voilà, donc je traîne sur les archives en ligne, je teste des hypothèses et vérifie dans les tables décennales s'il n'y a pas de naissance, de mariage ou de décès au cours des années, de la fin des années 30 et 40, dans ce lopin d'accueil de mes arrière-grands-parents. Un jour, en parcourant par curiosité le reste des archives numérisées de la ville de Paris, je me rends compte qu'ils ont, mais bien sûr, mais oh évidemment, la trace des recensements parisiens. Je n'y avais pas pensé d'emblée, mais c'est évident que c'est une piste à creuser. Depuis un décret de 2018, certains documents administratifs peuvent être publiés sans faire l'objet d'anonymisation. Ainsi, sont disponibles en ligne des listes nominatives des recensements de 1926, 1931, 1936 et 1946. Comme Léibus et Léa habitent déjà au 8 rue Brantôme en 1937 à l'arrivée de Coco, je vérifie en premier le recensement de 1936. Les recensements sont faits par quartier. La rue Brantôme à l'époque est rattachée au quartier de Sainte-Avoye.
Une fois qu'on a le quartier, on accède aux documents établis par ordre alphabétique des rues, puis des numéros de rue. Le 8 rue Brantôme est bien là, et je vois apparaître les Timé avec accent. La liste est plus longue que tous les autres ménages à leur adresse. Il y a 10 noms. Leibus et Léa, couple marié, puis les prénoms des enfants. Sarah, Herman, Bernard, Hélène, Fanny, Jeanne, Elias, Bertha. Les 5 derniers noms sont barrés et notés absents. Comme en 1936, mon grand-père n'a encore jamais mis les pieds en France, c'est étonnant de voir son nom marqué dans le recensement parisien de 1936. Mais ils ont dû demander les noms de tous les enfants du foyer et noter absents ceux qui n'y habitaient pas vraiment. Donc, en 1936, il y aurait avec eux Sarah, Herman et Bernard. Pour la première fois, je vois 8 noms d'enfants et 8 dates de naissance. 1915, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926. Ces dates parlent pour elles-mêmes. À 34 ans, mon arrière-grand-mère Léa a accouché de 8 enfants vivants sur une période de 11 ans. Sacrée performance. 34 ans, c'est mon âge à l'heure où j'écris ces lignes. J'ai du retard à l'allumage. Le recensement précédent a lieu en 1931. Je me dis que je vais enfin avoir une meilleure idée de l'année d'arrivée de mes arrière-grands-parents. Mais non. Sur 80 quartiers parisiens, je les ai comptés, une bizarrerie fait qu'il manque à l'appel les listes de 3 quartiers au recensement de 1931, dont celui de Sainte-Avoye, où sont mes arrière-grands-parents. Impossible de vérifier s'ils sont là à cette date. Par acquis de conscience, je vérifie le recensement de 1926. Mais cette année-là, Léa accouche de sa dernière fille Bertha à Berne. Ils ne sont donc pas encore à Paris, et le recensement le vérifie. Je me trouvais bien maline avec mes recensements. Je suis coupée dans mon élan. Je ne sais pas si j'ai vu trop de films, mais je suis maintenant en route pour enquêter rue Brantôme, persuadée de pouvoir y croiser une personne âgée qui habitait l'ancien immeuble, qui aurait entendu parler d'eux, qui les aurait vus et touchés, qui aurait conservé des souvenirs leur appartenant. Je repense à cette photo sur le manteau de la cheminée du 8 rue Brantôme. Je crois qu'un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, elle a son propre destin. Elle est capable d'aimanter une personne qui penserait fort à elle et pourrait servir son dessein. Est-elle simplement déjà dans les affaires de ma famille sans que je le sache, ou gardée par les descendants d'un des 7 autres enfants? Ou est-elle encore dans les murs du 8 rue Brantôme? Tic-tac, 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 tic-tac. C'est l'heure de visiter mes arrière-grands-parents à leur ancienne adresse. Pour cela, descendre du métro, puis longer le centre Pompidou, à côté du cinéma MK2, en face d'une station Vélib, une ruelle piétonne commence. Des habitations modernes, quelques lampadaires, une sortie de Leroy Merlin, une école maternelle, une échoppe pour imprimer sa thèse, relier, plastifier, photocopier, imprimer. C'est une ruelle étrange qui n'a pour moi pas vraiment d'harmonie architecturale. Des bouts d'escalier apparaissent, les niveaux ne sont pas droits, il y a des balcons sans charme, des excroissances dans les murs, des hauteurs de plafond très hautes et très basses, du plastique et du crépi et des grands courants d'air. En s'enfonçant dedans, la ruelle donne l'impression d'une impasse, mais arrivée au bout, la rue continue sous le bâtiment en face, de manière un peu souterraine, ou à gauche, sous un haut bâtiment percé. Je m'arrête là. L'immeuble où a habité mes arrière-grands-parents a disparu. Il a été, en même temps que tout le quartier, rasé à la fin des années 1970. C'était l'un des derniers îlots insalubres de Paris. Au début du siècle, un quartier écopé de ce label en fonction du nombre de décès par tuberculose. Est-ce qu'il restait des voisins ou une concierge ayant préservé leur mémoire dans les années 70, ayant gardé des objets à eux dans la précipitation de leur arrestation? Bien, maintenant, impossible de le savoir. Si retrouver des papiers dans les archives est plus aisé à notre époque qu'en 1945, il est moins propice de retrouver les gens dont l'heure est dépassée. J'ai regardé où était placé sur la parcelle l'ancien numéro 8 de la rue Brantôme. Je me suis arrêtée à sa hauteur présumée. Devant moi, un dragon d'or sort de l'immeuble. Il escalade la roche et tente d'avaler un homme qui le combat à l'épée et au bouclier. Un coq picore dans les hauteurs,
Un crabe sort de nulle part et un globe terrestre est arrêté sur 1 heure. Ce combat à mort est hypnotisant. Mais il semble avoir fait son temps. Le chevalier a un pigeon assis sur la tête. La roche est souillée de traces blanches. Quand le quartier a été rasé, la ville a commandé une horloge à automate pour intégrer le tout nouveau quartier, rebaptisé Quartier de l'Horloge. Cet homme en armure d'or combat le dragon pour l'empêcher d'accéder au globe terrestre et à l'écoulement des heures. La façade du 8 rue Brantôme de 1942, si elle avait existé encore, aurait précisément donné sur cette horloge. Mais elle-même ne fonctionne plus depuis 2003. Son nom défie l'entendement et me laisse effaré sous le porche. Sur la plaque qui la jouxte est écrit « Le défenseur du temps ». Le défenseur du temps arrive trop tard pour plaider le souvenir de Laïbus et Léa. Défenseur du temps, où étais-tu? Temps, Timée. Brantôme qui fait penser à fantôme. Les fenêtres donnaient sur un passage qui s'appelle Passage du Mort. Pourquoi personne ne les a prévenus que tous ces symboles en langage des oiseaux concouraient à rendre leur destin plus tragique? Je lis des articles sur la construction de ce nouveau quartier. L'architecte aurait eu une vision utopique de la ville totale. Pour moi, le promoteur, l'architecte et la ville ont créé un quartier sans âme, au courant d'air qui refroidissent le cœur. Un quartier écrasant de tout son poids, le dernier lieu de vie de mes arrière-grands-parents. Oui, à l'époque, ça me met en colère. La mémoire éteinte de mes arrière-grands-parents bute contre cette architecture qui n'est pas à la hauteur et qui m'a surtout volé la possibilité de retrouver un peu d'eux dans les murs d'un immeuble qui aurait survécu, lui. Maintenant, je campe devant la porte du numéro 8. J'attends 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes. Personne ne vient. C'est un petit fiasco d'enquête. Alors quand je vois quelqu'un rentrer au numéro 10, je cours pour m'engouffrer derrière, juste pour me faire une idée, pour ne pas rentrer sans rien. Je veux voir l'intérieur d'un de ces bâtiments, mais aussitôt, je ressens un grand malaise. Le bâtiment est très dégradé, le hall est d'un vert pâle lessivé, ça sent très fort l'urine. Je vois des jeunes passer, une maman avec ses petits qui hurlent. Je monte à l'étage. J'entends la télé à travers la porte d'un appartement. C'est très mal isolé. Il n'y a pas d'intimité. Quelque chose me retient. Ce n'est pas le décor que j'avais imaginé pour réminiscer Laïbus et Léa. J'ai l'impression de faire fausse route. Et pourtant, si leur immeuble était classé en îlot insalubre, on est peut-être plus proche du Paris des années 30 que je ne le pensais. Un ami journaliste me donne l'idée de contacter le syndic. Je me prends à imaginer pouvoir reconstituer leur appartement en 3D. Avec un extrait de cadastre, un plan du bâtiment et en extrapolant à partir du numérotage des ménages dans le recensement de 1936, pourrais-je trouver dans quel appartement ils habitaient exactement, connaître la surface et l'agencement des pièces? Grâce à l'architecture, comprendre quelque chose de leur vie? Sont-ils entassés? Dort-on dans le salon? Ont-ils un peu de lumière? Y a-t-il une cheminée pour se chauffer l'hiver? Après tout, la photo de Laïbus en cosaque trônait apparemment sur le manteau d'une cheminée. L'entrée donne-t-elle sur un vestibule ou directement dans une pièce de vie? Au début, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais imaginer l'espace dans lequel ils pourraient vivre m'intrigue. Ce serait une pierre à imaginer. Je tente de contacter le syndic. Ils me disent que je peux obtenir les plans du bâtiment, mais du bâtiment actuel. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ils me disent qu'ils n'ont vraisemblablement pas d'archives du bâtiment précédent, que le syndic n'était pas le même. Un plan de plus à l'eau. Je reviens plusieurs fois au 8 rue Brantôme. Un jour, tout en regardant l'horloge qui me fascine, je reçois un appel du maire d'une ville dans la Creuse que j'ai appelée il y a 1 an. Cet appel concerne une des enquêtes que je file à propos d'une des filles de Laïbus et Léa. Mais l'histoire est trop longue et intéressante pour la résumer en 3 mots ici. Je le ferai dans la saison 2 de ce podcast. Mais je crois parfois au pouvoir des synchronicités de Carl Jung, et c'en est une. Plein de petits et grands hasards émaillent ma vie personnelle pendant cette enquête. J'en partagerai quelques-uns, mais le 8 rue Brantôme ne livre pas tous ses secrets. Je ne rencontre personne qui a connu Laïbus et Léa, pas d'ancienne concierge, pas de miracle avec le syndic. Par contre, mon père entre en scène. Depuis 1 an et demi, j'attends qu'il retrouve chez lui un mystérieux dossier. Il n'est pas là où il devrait,
Il promet qu'il va ranger, il le retrouve puis il le repère. Pas longtemps après cette visite au 8 rue Brantôme, il m'appelle. Je peux enfin venir voir le dossier. Alors qu'est-ce que c'est ? En janvier 2007, mon père a envoyé une lettre à une commission d'indemnisation qui a donné lieu à une enquête. Il ne se rappelle plus exactement ce qui a déclenché l'envoi de cette lettre en particulier, mais dit-il, j'avais le temps de m'en occuper et j'ai dû trouver une ouverture. Il rajoute, si mon père s'en était occupé, on en saurait beaucoup plus. Je pense comme toi, papa. Mais si mon père et mon grand-père s'en étaient occupés davantage, aurais-je vécu cette aventure ? Donc, en février 2007, mon père reçoit un courrier du bureau du Premier ministre. C'est la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS. Spoliation du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. C'est un accusé-réception d'un questionnaire que mon père a rempli en vue de l'étude de l'étendue de la spoliation dont la famille Tim a été victime. Le dossier est confié à un rapporteur qui prendra contact avec papa, qui le rencontrera même s'il en a la possibilité, pour donner connaissance à mon père des propositions d'indemnisation qu'il envisage de soumettre à la commission. Ils ne se sont pas rencontrés. Le courrier dit également qu'ils vont consulter plusieurs services d'archives et que cela prendra du temps. Donc, je découvre que quelqu'un a déjà fait des recherches sur notre famille. Le 16 mars 2007, le service archives et musées de la préfecture de police envoie un courrier à la commission. Les investigations effectuées sur les conditions de l'arrestation et de l'internement au camp de Drancy de Léa Zim, oui, ils ont écrit Zim, Z-I-M-E, ont permis de trouver des informations. Est agrafée à la lettre une très mauvaise copie de la comptabilité de Drancy, le même document que j'ai reçu 13 ans plus tard, celui qui dit que la police française a soutiré 120 francs à Léa au moment de son internement à Drancy. Dans la liste des signatures, Léa laisse une croix. Dans le dossier, je trouve d'autres documents sans savoir d'où ils viennent, ni qui les a trouvés et versés au dossier. Il y en a 2 en particulier que je n'ai jamais vus. Le premier est une photocopie du registre de commerce de Paris de 1930. Je crois que même aujourd'hui, je ne saurais pas où aller le chercher. Le 20 mars 1930 est enregistrée l'activité de Leibus Tim. Il fait les marchés avec toute marchandise. Sur la même page, Monsieur Parent vend de la glace à rafraîchir, Monsieur Pintier fait les marchés lui aussi, mais vend des parapluies, dentelles, lingerie et bonnetterie. Madame Offalvo, née Lévy, une veuve d'origine turque, née à Constantinople et naturalisée française, ouvre une boucherie rue Sedaine. Monsieur Laudier, français, je le précise puisqu'il le précise, ouvre une boulangerie à Boulogne. Vient Leibus, puis Chaim, également polonais et habitant le même quartier, qui fait aussi des marchés avec toute marchandise. Se sont-ils rencontrés dans la queue ou sont-ils venus ensemble ? Puis, on peut voir qu'une adresse inscrite en 1930 a été barrée en 1936 et remplacée par le 8 rue Brantôme. Je comprends que de 1930 à 1936, Leibus et Léa ont habité au 22 rue des Rosiers. Oh, je viens d'apprendre grâce à cet extrait de registre du commerce que mes arrière-grands-parents étaient déjà à Paris en 1930. Et je repense au recensement. Je tape comme une folle l'adresse pour savoir à quel quartier elle est rattachée, en priant qu'elle ne soit pas dans l'un des 3 quartiers dont les archives ont disparu pour le recensement de 1931. Le 22 rue des Rosiers, 4e arrondissement, est dans le quartier Saint-Gervais et les archives sont bien disponibles. La famille Tim apparaît à l'écran. Leibus et Léa sont là avec cette fois-ci le nom de 6 enfants. Bertha et Coco, à 4 et 13 ans, vivent encore en Suisse. Et puis j'ai la confirmation qu'ils se sont mariés à Berne. J'ai avancé dans les dates. Leibus et Léa arrivent avec 6 enfants en France entre 1926, date où Léa accouche de sa dernière fille Bertha, et 1930, puisque en mars, Leibus déclare son commerce de marchand forain. Tout doucement, je glane des bouts du puzzle. Il y a ensuite un autre document incroyable. C'est la photocopie faite d'un cahier à petits carreaux. Il s'intitule « Inventaire du mobilier et des effets enlevés chez mes parents, femme.l.timé », j'imagine famille Leibus Timé, 8 rue Brantôme, Paris 3e, lors de leur déportation. C'est mon grand-père qui écrit cet inventaire
le 16 octobre 1945. Il rentre à peine de la Légion étrangère. Mon grand-père qui n'a jamais parlé de ses parents, mais qui, à la direction des victimes des conflits contemporains, remplit un document pour chercher ses parents et maintenant qui revient dans leur appartement après la guerre et constate les spoliations. Preuve qu'il venait bien déjeuner avec sa famille avant la guerre. Il liste les objets manquants. 2 lits en fer, un lit canapé, une armoire en bois 2 portes, une table, 4 chaises ordinaires, un buffet avec dessus, 4 grands rideaux, 6 petits rideaux, 10 draps de lit, autre linge, vaisselle pour 8 personnes, couvert pour 8 personnes, divers bibelots, virgule, etc. Ils se font voler rideaux, vaisselle, armoire, buffet, lit, table, linge et bibelot. Tout ce qui fait un chez-soi fonctionnel en somme, mais rien qui ne se démarque, rien qui ne trahisse d'où ils viennent. Pas de samovar pour faire le thé, pas de menorah, pas de mezouza. Cette liste est si impersonnelle, on pourrait penser à un trousseau ordinaire pour fonder un foyer. Elle ne dit rien des motifs floraux, des recettes de cuisine que l'on fabriquait, des livres que l'on lisait, des lettres qu'on écrivait, des ornementations au mur dont on s'inspirait. Une 3e page à petits carreaux. Je sous-signe Coucy, concierge 8 rue Brantôme, que le logement de Monsieur Tim a été vidé par les autorités allemandes en 1943. Tampon du commissariat du quartier Saint-Avoine dans le Marais. Un numéro au bas de la photocopie me saute aux yeux. AJ 38 6439. AJ 38, c'est un fonds des archives nationales que je n'ai pas encore sondé, celui où je ne pensais pas avoir à faire des recherches. Le fonds des biens spoliés. Quelque chose me tracasse. Mon père avait écrit dans sa requête auprès de la commission que Leibus, étant donné que sa femme Léa et son fils Sheya sont déportés en 1942, aurait dû avoir le temps de mettre ses affaires à l'abri puisqu'il est déporté en 1943, 1 an plus tard. L'a-t-il fait ? A-t-il mis des objets plus précieux à l'abri comme des souvenirs et des photos de famille ? A-t-il vendu des objets et sa marchandise et mis l'argent sur un compte en attendant de jours meilleurs ? Mon père semble le penser et l'écrit à la commission. De ce fait, sa demande concerne principalement une spoliation bancaire. Mais la commission lui répond vite que les recherches ont été infructueuses, que sa demande touche donc au fond B de l'accord de Washington sur les formes d'enrichissement injustes pendant l'occupation. Le fonds A pourvoit aux indemnisations des comptes retrouvés dans les archives. Le fonds B, lui, indemnise un forfait sur la base d'une déclaration sur l'honneur lorsqu'aucun compte n'est attesté dans les archives. Il déclare irrecevable la requête bancaire de mon père car le fonds B n'accepte plus de demandes depuis 2005. Ils statueront ultérieurement de la spoliation mobilière, celle des meubles de l'appartement aux 8 rue Brantôme et celle du commerce de textiles au carreau du Temple, puisque c'est là que Leibus commerçait. En juin 2007, la commission envoie son rapport. Dans ses recherches d'indemnisation, elle dit n'avoir trouvé aucune trace de contrat d'assurance dans les archives de la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse. Mais qu'il y a un compte à la Caisse des dépôts et consignations pour Leibus qui date du 6 mars 1944 pour 150 francs. Cette date m'a beaucoup marquée. Comment était-ce possible qu'il fasse un versement à cette date alors qu'il avait été déporté ? J'ai demandé le dossier à la Caisse des dépôts et consignations. Sur le dossier qui m'a été envoyé est tamponné en gros « bien juif ». Le compte n'est pas au nom de Leibus, mais celui de son fils Sheya, qui a été déporté en 1942, 1 mois après Léa. C'est difficile à déchiffrer, mais un certain Maurice Kiffé, demeurant à la préfecture de police du 4e arrondissement de Paris, en qualité de liquidateur des comptes du camp d'internement de Drancy, dépose cet argent de Sheya Tim, conformément aux demandes du commissaire général aux biens juifs. Je crois en fait que ce compte n'est que la version comptable de ce qui a été volé à Sheya à son arrivée à Drancy. Cette somme actualisée en euros va être remboursée à ma famille, soit 41,04 € à la charge de la Caisse des dépôts et 4,56 € à la charge de l'État. Ils disent « Oui, il y avait bien un commerce au vu du registre du commerce de 1930,
même s'il est impossible de calculer le préjudice réel. Un forfait d'indemnisation est évalué à 6 000 €. Il y a un forfait arrestation. Mon Dieu, ce nom. Forfait arrestation. Donc il y a un forfait arrestation pour les valeurs susceptibles d'avoir été confisquées à Léa, Sheya et Leibus. Il est alloué à 800 € par personne déportée. Enfin, pour les spoliations liées au logement du 8 rue Brantôme, la commission dit n'avoir retrouvé aucun des 5 enfants mentionnés par mon père dans sa lettre, outre Sheya déportée et mon grand-père Coco. Ils écrivent « Quant à Bernard, Jeannette et 2 autres enfants dont on ne sait même pas le nom ni l'âge qu'ils avaient en 1939-1945, ni qu'ils restaient avec les parents, on ne sait même pas s'ils sont vivants ou décédés. Ils ne doivent donc pas avoir vérifié le recensement parisien de 1936. Ils disent qu'ils considèrent que Leibus et Léa vivaient avec 2 enfants adultes. Ils imaginent un logement de 4 pièces principales pour y loger 4 adultes. S'ils imaginent, c'est qu'ils n'ont donc trouvé ou pas cherché les plans de l'immeuble, par exemple. 27 452 € semblent pouvoir être alloués sous réserve de l'appréciation souveraine de la commission. Ils écrivent aussi qu'une première loi allemande de réparation des spoliations antisémites a été adoptée en 1957. La loi, pardonnez mon mauvais allemand, Bundesrückerstattungsgesetz, dite loi Brugge, mais qu'après vérification dans leurs archives, ils n'ont pas trouvé de dossier d'indemnisation pour ma famille. En novembre 2007, la commission statue que la famille Tim a bien été victime de spoliation pour le pillage mobilier garnissant son logement du 8 rue Brantôme, la perte des biens professionnels composant un fonds de commerce ambulant toute marchandise, et la confiscation des biens et valeurs que les époux Tim et leur fils Sheya possédaient au moment de leur internement avant d'être déportés. Il prévoit une indemnité de 35 958,96 € à répartir dans la famille. Ils disent répartir l'argent pour 3 enfants, un tiers pour les ayants droit de mon grand-père Coco, déjà décédé, soit ma grand-mère et ses 3 enfants, un tiers aux ayants droit de M. Bernard Tim, un tiers aux ayants droit de Berthe Tim. Ils ne semblent pas chercher ni Jeanne, ni Sarah, ni Fanny, ni Hélène. Ont-elles des descendants ? Dans le dossier, il reste des accusés-réceptions de lettres de mon père cette fois-ci. 1 an plus tard, en novembre 2008, puis en février 2009, mon père écrit à la commission que lui et sa sœur ont bien reçu leur indemnité de 1997,72 €, mais ma grand-mère, qui devait recevoir 5 993,16 € n'en a jamais vu la couleur. Il demande pourquoi le versement n'a pas eu lieu. Il en profite pour dire que ma grand-mère a déménagé, donne sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone. Mes tantes me disent qu'elles n'ont jamais reçu d'argent de la commission. Ni les ayants droit de Bernard, ni les ayants droit de Berthe n'ont reçu d'indemnité. La commission n'a pas répondu au message de mon père. Fin du dossier de 2007. J'ai fait un rêve éveillé l'autre jour. J'ai eu le sentiment que Leibus et Léa avaient eu des rideaux rouges dans leur appartement parisien. Cette pensée était très soudaine. Je ne pensais pas à eux, mais en un instant, j'ai comme su qu'ils avaient eu des rideaux rouges. Ça m'a paru étrange. Il y avait cette liste rédigée par Coco des objets manquants. Je me rappelle avoir pensé « Pourquoi listerait-il des rideaux ?» Aurais-je pensé à évoquer les rideaux manquants de l'appartement de mes parents ? Était-il si démuni pour qu'il pense aux rideaux ? Ou avait-il une signification particulière pour lui ? 8 rue Brantôme. Nous y ont habité 6 ans. Ce n'est pas l'adresse d'une vie, mais îlot insalubre ou non, appartement grand ou non, rideau rouge ou non, logement abritant 4 adultes ou une famille de 10. Quoi qu'il en soit, c'est leur dernier refuge, la dernière image qu'ils auront d'un chez-soi. J'ai l'intuition qu'il existe un lieu où mes arrière-grands-parents ont peut-être laissé une trace de leur passage sur Terre. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si je le trouverai un jour, mais il me reste une piste à creuser. Je n'ai pas seulement trouvé le dossier de mon grand-père dans le fond de Moscou. 3 autres dossiers m'attendent. Celui d'Hélène, d'Alexandre et de Zalma. Alors, dans le prochain épisode,
j'ouvre le deuxième dossier du fond de Moscou, celui d'Hélène Tim, dont ma famille ne sait absolument rien. Son dossier n'a que 3 pages lapidaires, mais totalement déconcertantes. Je crois que l'expression consacrée est « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»